Il y a des films qui divertissent, et puis il y a des films qui vous transforment sans que vous vous en rendiez compte. Madame Doubtfire est de ceux-là. Depuis son arrivée sur les écrans en 1993, il est devenu bien plus qu'une comédie familiale. Il est devenu un phénomène culturel qui a fait rire des millions de personnes et pleurer bien plus qu'elles ne seraient prêtes à l'admettre. Mais voilà le truc. Le film que vous connaissez n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans les coulisses, il s'est passé des choses tellement surréalistes, tellement inattendues et tellement profondément humaines qu'elles éclipsent presque ce qui s'est retrouvé à l'écran. Un acteur qui s'effondrait de chaleur à l'intérieur d'un costume en latex. Une scène iconique que personne n'avait planifiée, une suite qui a failli exister et une décision de production qui a changé pour toujours le message que des millions d'enfants ont emporté avec eux en rentrant chez eux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 15 anecdotes que vous ne saviez probablement pas sur Madame Doubtfire. Et je vous garantis qu'une fois que vous aurez fini de regarder ça, vous ne reverrez plus jamais le film de la même façon. Numéro 15. Robin Williams a transformé le tournage en une explosion d'improvisation sans précédent. Quand Robin Williams arrivait sur le plateau de Madame Doubtfire, le réalisateur Chris Columbus savait exactement ce qui l'attendait, une tempête de créativité impossible à maîtriser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La production a utilisé près de 600 000 mètres de pellicule, une quantité absolument extraordinaire pour n'importe quel film, à une époque où le celluloïd coûtait cher et où chaque prise supplémentaire se ressentait directement sur le budget. Pourquoi autant de matériel? Parce qu'il était littéralement impossible d'éteindre les caméras quand Williams était face à elles. Le processus fonctionnait ainsi. Williams livrait entre 3 et 4 prises exactement conformes au scénario, précises, professionnelles, exactement comme le réalisateur en avait besoin. Une fois que Columbus avait sa version de sécurité, il donnait carte blanche à Williams pour faire ce qu'il voulait, et là commençait le vrai spectacle. À chaque prise suivante, Williams inventait des blagues entièrement nouvelles. Il créait des voix différentes, réagissait de manière que personne ne pouvait anticiper, ne se répétait jamais, évoluait sans cesse. C'était comme si le scénario n'était qu'un point de départ qu'il abandonnait immédiatement pour construire quelque chose de complètement différent. Columbus en est venu à utiliser 4 caméras simultanément rien que pour tenter de tout capturer. Et il ne braquait pas seulement les caméras sur Williams, il filmait aussi le reste du casting, saisissant leurs vraies réactions, tandis qu'ils luttaient désespérément pour rester dans leur personnage sans éclater de rire. Certaines scènes ont atteint entre 15 et 22 prises. Non pas parce que quelqu'un faisait des erreurs, mais parce que Williams refusait simplement de s'arrêter tant qu'il n'avait pas épuisé chaque idée comique qui lui passait par la tête. La script avait le travail le plus impossible du plateau. Tenter de transcrire à la main chaque ligne improvisée pendant que Williams les inventait en temps réel. Tout ce matériel enregistré a suffi à monter 3 versions différentes du film. Une tous publique, une version intermédiaire et une version plus adulte avec des blagues nettement plus osées. Toutes ces images, ces plaisanteries jamais vues et ces moments comiques que le monde n'a jamais connus restent aujourd'hui enfermés dans des boîtes de pellicules conservées dans des archives à température contrôlée. Un trésor caché que très peu de gens ont vu. Numéro 14. La célèbre scène du gâteau était un accident total. Il y a des scènes que l'on planifie pendant des semaines, et puis il y a des scènes qui arrivent, tout simplement. La séquence où le visage de Madame Doubtfire commence à fondre recouvert de crème est sans aucun doute l'une des plus mémorables de tout le film, et personne ne l'avait conçue ainsi. Le scénario original indiquait que Daniel devait plonger le visage dans un gâteau pour cacher qu'il ne portait pas son masque prothétique quand l'assistante sociale arrivait à l'improviste. Simple, rapide, un gag propre. Mais sous les lumières du studio, la crème a commencé à fondre bien plus vite que personne ne l'avait calculé. Elle s'est mise à glisser sur son visage, à dégouliner sous son menton, transformant ce qui devait être une cachette instantanée en un désastre progressif et absolument chaotique. N'importe quel autre acteur aurait coupé la prise. Williams n'y a même pas songé. Et là, ça s'est produit. Un morceau de crème est tombé directement dans la tasse de thé de l'assistante sociale et Williams, sans perdre une seconde, totalement dans son personnage, a improvisé. Voilà, vous avez votre crème et votre sucre. C'est comme un cappuccino. Vous en voulez encore une goutte? La réplique n'était pas écrite. Le gag n'avait pas été répété. C'était une pure réaction humaine transformée en comédie parfaite.
Columbus a eu la sagesse de ne pas couper, de laisser les caméras tourner pendant que tout s'effondrait de la manière la plus délicieuse qui soit. Et ce moment accidentel est devenu l'un des plus cités et des plus mémorables du film. Parfois, le chaos est le meilleur scénariste. Numéro 13. Williams s'est promené dans les rues déguisées et personne ne l'a reconnu. Entre les journées de tournage, Robin Williams faisait quelque chose que peu d'acteurs auraient osé faire. Il sortait se balader dans les rues de San Francisco, entièrement costumé en Madame Doubtfire, juste pour voir si quelqu'un le reconnaissait. Personne ne le faisait. Le travail de maquillage et de prothèse était si convaincant que même son propre fils ne l'a pas reconnu quand il l'a vu sur le plateau, jusqu'à ce qu'il entende sa voix inimitable traverser le maquillage et trahir complètement l'illusion. Mais Williams a poussé l'expérience beaucoup plus loin. Dans l'une de ses aventures les plus absolument surréalistes, il est entré dans un sex shop du quartier entièrement déguisé. La perruque, les lunettes, la robe, tout en place. Une fois à l'intérieur, il a tenté d'acheter ce qu'il a lui-même décrit ensuite, avec son sens de l'humour habituel comme un jouet à double tête. Le vendeur, sans la moindre idée qu'il servait une légende d'Hollywood, a tenté de l'aider avec tout le professionnalisme du monde. Ce n'est que lorsque Williams a abandonné l'accent écossais et s'est révélé que l'homme a éclaté de rire. C'étaient des moments comme celui-là qui lui rappelaient que pour Williams, la frontière entre le personnage et la réalité n'était qu'une simple suggestion. Numéro 12. L'actrice qui jouait Lydia s'est fait renvoyer de son lycée pour avoir tourné le film. Décrocher un rôle important dans une superproduction hollywoodienne à 14 ans ressemble au rêve de n'importe quel adolescent. Pour Lisa Jakub, qui interprétait Lydia, la fille aînée des Hillard, ce rêve a eu un prix inattendu. Pendant qu'elle tournait en Californie, Jakub, qui était élève à Toronto, travaillait avec un professeur particulier sur le plateau et envoyait ses devoirs par courrier à son école pour ne pas prendre de retard. Elle faisait tout son possible pour concilier Hollywood et ses études. Mais quand est venu le moment de revenir, le lycée lui a fermé ses portes avec une lettre froide et définitive. Elle avait été absente trop de jours et le règlement était le règlement. Jakub était dévasté. Perdre ce sentiment de normalité adolescente, cette quotidienneté que donne le fait d'appartenir à un groupe, a été un coup qu'elle a mis des années à surmonter. Quand Robin Williams l'a appris, il n'a pas hésité une seconde. Il a personnellement écrit une lettre au directeur du lycée, passionné et ferme, lui demandant de reconsidérer sa décision et de soutenir une élève qui avait accompli quelque chose d'extraordinaire plutôt que de la punir pour ça. Le directeur n'a pas reconsidéré sa décision, mais il a pris la lettre de l'un des acteurs les plus célèbres du monde, l'a encadrée et l'a accrochée dans son bureau. Jakub n'est jamais retourné dans ce lycée. Numéro 11. Une légende du dessin animé a réalisé la séquence d'ouverture. Le film ne commence pas par un plan de San Francisco, ni par une scène de famille. Il commence par un dessin animé. Et ce dessin animé est l'œuvre de quelqu'un de très particulier. Chuck Jones, le génie créatif derrière des personnages aussi iconiques que Bugs Bunny, Bip Bip ou Daffy Duck, a personnellement conçu la séquence d'ouverture mettant en scène Pi la perruche et Grunch le chat. Chris Columbus voulait quelque chose de créatif, de nostalgique, et qui pose le ton émotionnel du film dès la première seconde. Jones n'est pas venu seul. Il a amené avec lui une équipe d'animation de haut niveau, incluant des vétérans du secteur comme Bill Littlejohn et Tom Ray, ainsi que l'émergent Eric Goldberg, qui à ce même moment animait le génie d'Aladin, également doublé par Robin Williams. Un détail qui transforme cet instant en quelque chose d'almos poétique. L'équipe a créé près de 5 minutes complètes d'animation, dont la plus grande partie a fini à la salle de montage. Les versions prolongées sont apparues plus tard en tant que bonus. La séquence n'était pas décorative, elle avait une fonction narrative précise. Dans l'histoire, Daniel refuse de prêter sa voix à des répliques du dessin animé parce que le personnage de la perruche apparaît en train de fumer une cigarette. Ce refus lui coûte son travail. Et à ce moment-là, le film vous a déjà tout dit sur Daniel Hillard. Il a des principes solides, mais un jugement catastrophique.
Numéro 10. Se transformer en Madame Doubtfire prenait plus de 4 heures chaque jour. Avant que Robin Williams puisse prononcer une seule parole avec son accent écossais, il devait survivre au processus de transformation, et c'était une épreuve d'endurance quotidienne. Chaque matin, pendant 4 heures et demie, Williams s'asseyait pendant que l'équipe maquillage lui appliquait 8 pièces séparées de mousse de latex directement sur le visage, assemblées comme les pièces d'un puzzle microscopique pour créer l'illusion d'une vieille gouvernante écossaise. Venait ensuite le rembourrage corporel, la perruque, plusieurs couches de peinture pour simuler une texture de peau réelle, des taches de vieillesse et de vraies rides. Pendant une grande partie du processus, Williams devait garder la tête inclinée en arrière, pendant que les maquilleurs travaillaient avec une précision presque chirurgicale. Pour rendre ça plus supportable, l'équipe avait installé un téléviseur au plafond, juste au-dessus de son fauteuil, pour qu'il puisse regarder des films pendant sa transformation. Le travail a mérité chaque minute d'effort. L'équipe maquillage a remporté l'Oscar en 1994 dans la catégorie Meilleur maquillage pour leur travail sur le film. Mais il y avait un problème supplémentaire. Williams transpirait intensément sous les lumières du studio. Et chaque joint des prothèses devait être parfaitement scellé. Sinon, le maquillage commençait à se détériorer en temps réel. Les jours les plus chauds, le processus devenait une course contre la montre. Williams le décrivait avec son humour caractéristique comme se sentir enfermé dans le plus grand préservatif du monde. Avant de continuer avec le reste des anecdotes, si vous appréciez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça nous aide énormément à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Numéro 9. La fin que vous connaissez a failli ne jamais exister. Le dénouement de Madame Doubtfire est l'un des plus honnêtes et des plus émotionnellement résonnants de l'histoire du cinéma familial. Daniel et Miranda ne se réconcilient pas. Ils apprennent à être des parents divorcés qui se respectent et qui aiment leurs enfants. Et cette fin a failli ne jamais voir le jour. La scénariste originale, Randy Mayem-Singer, avait conçu dès le départ une fin réaliste. Les parents restaient séparés, mais trouvaient un moyen de coexister en adultes responsables. Cependant, la 20th Century Fox a fait pression pour imposer la fin classique hollywoodienne. La réconciliation magique, la famille réunie, le rideau heureux. Le problème, c'est que presque toutes les personnes impliquées dans la production étaient elles-mêmes divorcées dans la vraie vie, et aucune d'entre elles ne voulait que le film dise aux enfants du monde que s'ils désiraient assez fort que leurs parents se remettent ensemble, peut-être que le miracle se produirait. Williams a été particulièrement ferme dans sa défense de l'authenticité émotionnelle de l'histoire. Le studio est allé jusqu'à engager un autre scénariste pour réécrire la fin sur un ton plus conventionnel. Mais la résistance du casting et du réalisateur a été si solide qu'ils ont finalement fait marche arrière. Cette décision a donné au film son message le plus puissant. Les familles changent, l'amour évolue et le divorce n'est la fin de rien. La scène finale où Madame Doubtfire s'adresse directement aux enfants sur les différents types de familles n'existe que parce que l'équipe créative s'est battue pour préserver la vérité émotionnelle de l'histoire face à la pression commerciale. Numéro 8. Le personnage de Pierce Brosnan allait être le grand méchant du film. Dans les premières versions du scénario, Stuart Dunmire n'était pas simplement le nouveau petit ami de Miranda. C'était l'antagoniste de l'histoire. L'homme qui voulait envoyer les enfants de Daniel en pension, pour avoir Miranda entièrement pour lui, un personnage calculateur, égoïste et facile à détester. Mais Columbus s'est rendu compte rapidement que cette approche simplifiait trop l'histoire. Madame Doubtfire n'était pas un film sur la défaite d'un méchant, c'était un film sur un père imparfait confronté aux conséquences de ses propres erreurs. Si Stuart était le mauvais, Daniel pouvait se cacher derrière ce prétexte émotionnel, et ça aurait été mentir au spectateur. Le personnage a été entièrement réécrit. Stuart est devenu aimable, patient, émotionnellement mature et vraiment bon avec les enfants. À bien des égards, il était exactement ce que Daniel n'était pas, et ça rendait l'histoire infiniment plus intéressante, parce que la jalousie de Daniel n'avait plus rien à voir avec la haine d'un ennemi.
mais avec le fait de se confronter au miroir de ses propres manques. La seule trace qui reste du méchant original est une seule réplique dans la scène de la piscine, quand Stewart traite Daniel de « loser », une phrase qui a survécu d'une version antérieure que personne n'a tout à fait éliminée. Il existait aussi une scène coupée dans laquelle Daniel s'excusait directement auprès de Stewart pour ses sabotages et son comportement. Cette scène aurait clairement montré que Stewart n'avait jamais été le vrai problème. Le problème, ça avait toujours été Daniel avec lui-même. Numéro 7. Robin Williams a interrompu la production pour que Sally Field puisse dire au revoir à son père. Ceci n'est pas une anecdote sur le film, c'est une anecdote sur qui était Robin Williams en tant qu'être humain. Pendant le tournage de l'intense scène du procès pour la garde des enfants, Sally Field a reçu la nouvelle que son père venait de mourir d'un AVC. Malgré la douleur, Field a tenté de continuer à travailler. Elle est revenue sur le plateau, déterminée à ne pas interrompre la production. Williams l'a remarqué immédiatement. Il a senti que quelque chose n'allait pas, et quand il a su ce qui s'était passé, Williams n'a pas offert de vaines paroles de réconfort, ni dit de prendre tout le temps qu'il lui fallait avec une tape dans le dos. Il est allé directement parler à Chris Columbus et a arrêté le tournage. Le planning de production a été réorganisé sur le champ pour que Field puisse partir et être avec sa famille. Des années plus tard, Field a parlé de Williams comme d'un homme d'une sensibilité et d'une intuition extraordinaire, quelqu'un qui percevait les changements émotionnels des gens avant même qu'ils puissent les mettre en mots, et qui, plutôt que de se contenter de ressentir de l'empathie, agissait. Ce moment de compassion n'est jamais apparu sur aucun écran, mais il était réel, et il a marqué tous ceux qui en ont été témoins. Numéro 6. Madame Doubtfire était inspirée d'une vraie personne d'Édimbourg. Le nom ne venait pas de nulle part, ni le personnage non plus. À Édimbourg existait une femme connue localement sous le nom de Madame Doubtfire. Elle s'appelait Annabelle Crutz et tenait une boutique de seconde main célèbre dans le quartier. Un local chaotique, plein de chats, de vêtements d'occasion entassés et d'une atmosphère si particulière que les voisins en parlaient depuis des années. Elle était excentrique, mystérieuse, charmante à sa façon. Anne Finn, l'écrivaine qui habitait dans le coin, passait fréquemment devant cette boutique et avait été fascinée par la personnalité de cette femme. Cette impression l'a accompagnée pendant des années, jusqu'à ce qu'elle devienne la graine de son roman alias Madame Doubtfire, le livre sur lequel le film est basé. Williams a ajouté ses propres influences pour construire le personnage, la chaleur de la nounou qu'il avait eue enfant, l'accent écossais emprunté pour lui donner un timbre inimitable. La vraie Madame Doubtfire est décédée en 1979. Elle n'a jamais su que son nom et son esprit finiraient immortalisés dans l'une des comédies familiales les plus aimées de tous les temps. Numéro 5. L'apparence du personnage a été conçue pour ressembler à une vraie grand-mère. Chris Columbus avait une règle très claire dès le départ. Madame Doubtfire ne pouvait pas ressembler à un déguisement de comédie. On ne pouvait pas voir un homme évident habillé en femme. Il fallait que ce soit quelqu'un en qui les enfants croisaient vraiment. Pour y parvenir, l'équipe de création a étudié des centaines de vieilles photographies à la recherche du visage idéal. Ils ont finalement trouvé ce qu'ils cherchaient, un portrait des années 40 d'une vieille dame anglaise avec une expression chaleureuse, digne et profondément attachante. Chaque détail du look de Madame Doubtfire a été conçu à partir de cette image comme référence centrale. Le résultat était si convaincant que, combiné au travail de prothèse et au jeu de Williams, beaucoup de spectateurs en sont venus à oublier qu'ils regardaient un homme sous des couches de maquillage. L'illusion fonctionnait, et elle fonctionnait parce que personne n'avait pris le chemin de facilité. Numéro 4. La distribution aurait pu être entièrement différente. Anne Fine, l'auteur du livre original, voulait que le rôle de Daniel soit tenu par Warren Beatty. Imaginez le héros de Bonnie and Clyde, ce séducteur dramatique et retenu, essayant de se cacher sous une perruque et un tablier. Le film aurait eu un ton radicalement différent, probablement plus sérieux et moins comique. Le studio avait ses propres idées. Pendant un temps, leur premier choix était Tim Allen, qui était au sommet de sa popularité grâce à la série Outrageous. Ça aurait été une comédie familiale sûre et correcte, mais elle serait difficilement devenue le classique émotionnel que le film est devenu.
D'autres noms qui ont circulé dans les discussions, Mel Gibson, Tom Hanks, Bill Murray et Chevy Chase. Chacun aurait emmené l'histoire dans une direction complètement différente. Williams a obtenu le rôle et l'a transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu créer de la même façon. Chaotique, tendre, imprévisible, profondément humain. Pour le rôle de Miranda, Columbus voulait initialement Catherine O'Hara, avec qui il avait travaillé sur Home Alone. Kirstie Alley a également été considérée, mais ses engagements précédents l'en ont empêché. Sally Field s'est finalement avérée être le choix parfait. Elle était le contrepoids émotionnel dont le film avait besoin pour ne pas se transformer en cirque. Et pour le rôle de Nathalie, la petite fille, une jeune Blake Lively a passé l'audition. Le rôle a finalement été confié à Mara Wilson, dont l'interprétation est restée gravée dans la mémoire de toute une génération. Numéro 3. La suite a failli exister à plusieurs reprises. Pendant plus d'une décennie, Hollywood a essayé de faire Madame Doubtfire 2, et à chaque fois, ça a échoué. La première tentative sérieuse est arrivée en 2001, quand l'actrice et scénariste Bonnie Hunt a été engagée pour écrire un nouveau scénario. Le projet s'est enlisé. En 2006, Williams a reconnu publiquement qu'il n'y avait aucun moyen de faire une suite qui ait un sens émotionnel réel. L'histoire de Danielle était déjà complète. Son identité en tant que Madame Doubtfire avait été révélée à la fin du premier film. Répéter le même tour de passe-passe sans raison véritable aurait été trahir le personnage. Le projet a donc langui dans ce purgatoire indéfini qu'Hollywood appelle l'enfer du développement. Jusqu'en 2014, quand un nouveau scénariste a remis un brouillon qui a pour la première fois enthousiasmé à la fois Williams et Columbus. Cette fois, ça semblait différent. Williams avait une condition pratique. Il voulait passer moins de temps dans le costume de prothèse. Le processus de transformation de 4 heures quotidiennes avait été épuisant, et avec les années qui passaient, il n'était pas prêt à le répéter dans les mêmes proportions. Mais en août 2014, Williams est décédé avant que la production ait pu commencer. La suite a été définitivement archivée. Certaines histoires n'ont qu'une seule chance d'être racontées. Numéro 2. La bataille pour la garde des enfants a ouvert un vrai débat sur les droits des pères. Madame Doubtfire est une comédie, mais elle a touché une plaie qui était très vive en 1993. Daniel Hillard perd la garde principale de ses enfants parce qu'il est au chômage et vit dans des conditions instables. Le juge du film souligne explicitement que les tribunaux ont historiquement eu tendance à favoriser les mères dans les procédures de garde. Cette seule phrase a résonné avec une force énorme parmi de nombreux pères divorcés qui avaient le sentiment que le système ne reconnaissait pas suffisamment leur rôle de parents. Des experts en droit de la famille ont référencé le film pendant des années comme un reflet fidèle des frustrations réelles que beaucoup d'hommes vivaient devant les tribunaux, mais aussi comme exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire pendant une procédure de garde, parce que la tromperie et l'usurpation d'identité sont des stratégies qui, dans la vraie vie, se terminent de la pire façon possible. Ce qui rendait Daniel si proche du public, ce n'était pas d'être un père parfait, c'était d'être un père imparfait, qui aimait ses enfants d'une manière qui semblait totalement crédible. Cette tension émotionnelle, enveloppée d'humour, de déguisement et d'un accent écossais, a donné au film une dimension qui l'a maintenu vivant bien longtemps, après que les rires se sont éteints. Numéro 1. Plusieurs scènes d'une immense profondeur émotionnelle ont été coupées au montage. Le film sorti en salle était déjà émotionnellement puissant, mais il aurait pu aller encore plus loin. Plusieurs scènes ont été supprimées pendant le montage pour maintenir le rythme et l'accessibilité du film, dont une qui aurait pu changer significativement la façon dont le public percevait Daniel. La scène dans laquelle il s'excuse directement auprès de Stewart pour tout le sabotage, les coups bas et les obstacles qu'il lui avait délibérément mis en travers du chemin. Cette scène n'était pas un gag comique. C'était un homme se regardant dans le miroir et reconnaissant que le problème n'avait jamais été Stewart, que la rage, la jalousie et le chaos qu'il avait semé autour de lui naissaient de sa propre incapacité à gérer ses émotions et à assumer ses responsabilités. Elle aurait donné au personnage de Daniel une dimension supplémentaire de maturité, non plus seulement le père amusant et désespéré déguisé en nounou, mais l'homme qui finalement cesse de fuir ce qu'il est vraiment. Que cette scène ne soit pas arrivée dans la version finale
est compréhensible du point de vue du rythme narratif, mais son absence est, d'une certaine façon, la seule vraie lacune d'un film qui, en tout le reste, a fait exactement ce qu'il voulait faire. Madame Doubtfire reste plus de 30 ans après sa sortie l'un de ces films qui vous accompagne.